a finalement fait passer une petite réformette. D'ailleurs, il y a eu une première réforme de la Mdouana en 1993, ça aussi on oublie de le dire. Et cette réforme, on l'a obtenue parce qu'il y a eu ces mouvements féministes qui se sont battus. Donc ceci pour dire que des choses se sont passées dans cette partie du monde. Que l'idée que nous étions face à des peuples amorphes, qui n'étaient pas du tout intéressés par le respect de leur liberté, de leur dignité, est un mythe qui est faux et qui est en plus très insultant. Donc des choses se sont passées à la fin des années 80, début des années 90, et lorsqu'on pousse l'analyse un peu plus loin, on voit tout de suite le rapport avec l'évolution économique de ces pays. Il est frappant de constater que tous les débuts d'ouverture politique, généralement, sont précédés par des émeutes et des émeutes du pain. L'Égypte, l'infitah de Sadat, qui a commencé tout de suite après la mort de Nasser, mais qui a été un peu plus important à la fin des années 70, juste avant son assassinat, en Égypte, vous avez eu des émeutes du pain en 77. En Algérie, les émeutes du pain en 1988. La Tunisie, voilà encore un pays l'histoire d'un pays qui souffre d'événements, j'allais dire, de miroirs déformants. Aujourd'hui, ce qu'on retient de Ben Ali, c'est que ça a été un dictateur, et c'était un dictateur absolu et abject, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que lorsque Ben Ali est arrivé au pouvoir avec son coup d'État médical en 1987, il y est arrivé avec l'appui des élites démocratiques tunisiennes. Et pendant quelques années, au début, il y avait cette idée que c'était le meilleur compromis possible pour faire avancer la Tunisie vers la démocratie. J'aimerais rappeler que Rnouchi avait été condamné à mort par Bourguiba. Ce n'est pas Ben Ali qui l'a condamné à mort. Et lorsque Ben Ali est arrivé, il a fini à un moment par être exilé. Il a été mis en prison exilé, mais on n'a pas exécuté. C'était au début de sa présidence. Évidemment, c'est parti complètement dans une dictature qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez documentée, à partir des années 90, quand il y a eu renouvellement de la rente géostratégique. Avant, la rente géostratégique, c'était « je suis avec l'Occident contre l'Union soviétique, donc l'Occident me soutient, et donc je n'ai pas besoin de démocratiser ». Ça, c'était durant la guerre froide, ou vice-versa, où je suis avec l'Union soviétique, pas besoin de démocratiser parce que l'Union soviétique me soutient. Regardez un peu du côté de la Syrie, par exemple. Et un peu, c'est beaucoup plus compliqué de l'Irak. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans tous ces pays, il y a eu des moments où il y a eu le début du commencement de quelque chose. Et ce début de commencement de quelque chose a à voir avec la faillite de la politique économique de ces régimes-là. Alors, rapidement, là aussi, comment s'est opérée ces défaillances de gouvernance économique? Tout simplement, la paix sociale, avant, était achetée, au sens littéral du terme, par ces régimes. Je ne sais pas si vous le savez, mais le journal a été interdit 2 fois, d'ailleurs sous le gouvernement Abdelrahman Yousfi. La deuxième fois, c'était en décembre 2000, parce que nous avions publié une lettre qui montrait, enfin une lettre et un témoignage, et de mon point de vue, le témoignage était plus important, de monsieur qui s'appelait Amar Khattabi, qui démontrait que en fait, le coup d'État de 72 était un coup d'État duquel était au courant la direction de ce qui était à l'époque l'UNFP, à part Abdallah Ibrahim. Mais Abdelrahim Bouhabid, Amar Khattabi a témoigné, il a écrit ce témoignage, il a informé Abdelrahim Bouhabid de l'imminence de ce coup d'État. Abdelrahim Bouhabid a appuyé le coup d'État de 1972, donc le coup d'État en fait, qui était, selon Amar Khattabi, beaucoup plus celui de Kouara Damqaran que de Ofqir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc quand nous avons enquêté quand nous avons préparé ce dossier-là, j'avais personnellement travaillé sur les archives du monde, donc je recherchais tout ce qui avait été écrit à l'époque sur le coup d'État de 1972. Et comme c'était un système d'archivage qui date de début des années 70, donc pas très développé, en fait leur système est le suivant, ils collaient les articles correspondant au Maroc sur une même page, mais tout type d'articles. Donc moi j'étais intéressé par le politique, et puis à côté il y avait les résultats du championnat du Maroc, de l'équipe nationale, et il y avait l'économie. Et c'est là où je me suis rendu compte, ce que je ne savais pas, qu'entre 71 et 72, c'est-à-dire quand il y a eu les 2 coups d'État, Hassan II a pris 3 décisions qui, à mon avis, éclairent le sujet dont on parle aujourd'hui. Il a augmenté le SMIC, il a augmenté la bourse des étudiants. Vous savez que, peut-être que vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais à un moment, il était plus intéressant d'être étudiant au Maroc, financièrement parlant, que d'être petit fonctionnaire.
l'État. D'ailleurs, ça a un peu vicié la décision d'aller à l'université ou pas. Aller à l'université, c'était automatiquement recevoir de l'argent, et de l'argent qui avait un impact sur la vie des gens à l'époque. Et la troisième décision, c'est la marocanisation. Alors, ma théorie, mais ce n'est que ma théorie, c'est que Hassan II, évidemment, a su que la gauche était impliquée, enfin, était au courant du coup d'État. Et l'une des questions qu'on peut se poser immédiatement, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas rendu public? Parce que l'occasion était trop belle. Vous vous rendez compte? Abdrahim Bouhabid et probablement Omar Ben Jelloun et ces gens-là qui étaient des démocrates, etc., se sont alliés avec celui qu'ils accusaient d'être l'assassin de Mehdi Ben Barka. Normalement, ça devait tuer leur carrière politique, et pourtant Hassan II ne l'a pas fait. Ça, je sais qu'ils le savaient parce qu'Omar Khattabi a été torturé, d'ailleurs c'était l'homme, le survivant, qui a été le plus sauvagement peut-être torturé de l'histoire du Maroc. Ils avaient mis son... D'ailleurs, il avait du mal à marcher parce qu'ils avaient mis son... Il l'avait mis dans un... Comment on appelle ça? Un entonnoir, vous savez, et ils lui ont pété le bassin par la pression. Donc moi, je l'ai rencontré, je l'ai beaucoup fréquenté au début, enfin, vers donc 2000, 2001. Il avait du mal à marcher, c'était un bonhomme de plus de 70 ans. C'était encore la souffrance de la torture qu'il a subie. Étant donné que, bon, Omar Khattabi, là aussi entre parenthèses, c'est le cousin germain d'Abdelkarim Khattabi. C'était un monsieur, c'était un chirurgien, l'un des premiers chirurgiens marocains, etc., qui a eu sa clinique à Kenitra. Donc ce n'était pas n'importe qui. Donc la question est pourquoi Hassan II ne l'a pas fait? À mon avis, il y a deux possibilités, ou deux raisons. La première, c'est que c'est compliqué pour un dirigeant, quel qu'il soit d'un pays, de dire la terre entière était contre moi. Si la gauche est contre le roi et l'armée est contre le roi, qui est pour le roi? Quelle est sa légitimité? Donc c'est très problématique pour lui de reconnaître que ces gens-là étaient contre lui. D'autant plus qu'Abdrahim Bouhabid, qu'Omar Ben Jelloun n'étaient pas n'importe qui. C'est des gens qui ont une vraie légitimité historique. Et peut-être Abdrahim Bouhabid est l'un, on peut dire ce qu'on veut de ses positions politiques par la suite, etc. C'est quand même quelqu'un qui a souvent montré son attachement réel à la démocratie. Donc ce n'était pas un voyou qui est tombé en politique. C'était un grand monsieur de la politique marocaine, respecté internationalement, etc. Donc c'était compliqué de le dire. La deuxième raison est beaucoup plus machiavélique, probablement. Alors évidemment, ça, encore une fois, c'est ma théorie. Je n'ai aucun fait à vous opposer pour la substancier, si ce n'est la logique. C'est qu'en réalité, il tenait son opposition. Il est très, très intéressant de voir que donc, ce groupe n'était plus à l'UNFP, et l'USFP a été créé en 1975, je pense, et l'USFP était devenue une arme utilisée par le Mkhzen contre l'extrême gauche, entre guillemets. Et je pense que cette histoire de coup d'État a à voir avec l'affaiblissement de la gauche marocaine. Je crois que Hassan II a exploité cette situation-là pour, je ne dirais pas domestiquer totalement, mais en tous les cas contrôler très sérieusement une gauche qu'il s'est lui-même choisie comme adversaire. Et je pense que ça explique l'évolution de l'USFP par la suite, y compris ce qui s'est passé avec Taléa, avec l'avènement de Taléa, je pense, 1983, etc. Alors, ceci pour dire que s'il a augmenté les salaires, s'il a augmenté le SMIC, donc en s'attaquant, pas en s'attaquant, mais en bon machiavélien qu'il était, et ayant compris d'où venait la menace, il s'est adressé aux bases de ceux qui ont essayé de le renverser. Donc il s'est adressé aux étudiants, il s'est adressé aux ouvriers. S'il a fait ça, c'est qu'il a pu se le permettre d'un point de vue budgétaire. Alors là aussi, historiquement, on oublie qu'il y a une explosion, d'ailleurs c'est venu, d'ailleurs ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui, concomitamment au choc pétrolier, les prix du phosphate ont explosé à l'époque. Et à un moment, on s'est cru au Maroc, les Saoudiens avaient le pétrole, nous on avait le phosphate. Et donc les rentrées d'argent dans les caisses de l'État ont augmenté de façon très importante, et le régime a utilisé cet argent-là pour acheter la paix sociale. Alors comment ça a fonctionné? Comme ça fonctionne dans tous les pays autoritaires d'ailleurs, comme ça a fonctionné en Égypte et ailleurs, vous calmez les tensions sociales en jetant de l'argent sur l'économie, c'est-à-dire en embauchant, l'État embauche à tort et à travers, sans raison, c'est-à-dire sans que ce soit justifié par des besoins de fonctionnaires, avec des bourses pour étudiants qui ne sont pas toujours justifiées. Pour n'importe, tout le monde avait droit à une bourse qui est totalement stupide, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de bourse, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait une bourse?
et évidemment la subvention des matières de première nécessité, etc. Et donc c'était une façon d'acheter la paix sociale et de ne pas justement se retrouver en position de négocier avec la société la gouvernance politique et économique du pays. D'ailleurs, ce que je viens de décrire est un concept en sciences politiques. D'ailleurs, c'est le seul concept en sciences politiques qui a été créé pour le Moyen-Orient, c'est le concept de l'État rentier. Et le concept de l'État rentier dit la chose suivante: un État rentier est un État qui extrait les moyens de sa subsistance matérielle, non pas de la société, mais en dehors de la société. De la société veut dire en fait les impôts. C'est pour ça que là, quand vous regardez un peu, même la Révolution française, mais la Révolution américaine, etc., le slogan c'était « No taxation without representation ». Pas d'impôt sans représentativité. Donc l'idée que lorsque vous voulez imposer votre société, à un moment ou à un autre, il arrive un moment où on vous demande des droits politiques, où on vous demande d'avoir son mot à dire dans la gouvernance du pays. Et en réalité, le Maroc aussi obéit un peu à cette définition d'État rentier, malgré l'absence de rente pétrolière. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et il arrive un moment où vous n'avez plus les moyens de le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise de la fin des années 70, début des années 80, qu'ont connu beaucoup de pays au Moyen-Orient, et qu'a connu le Maroc avec finalement les émeutes de 1981. Les émeutes de 1981 sont directement consécutives à l'augmentation des prix du pain. C'est pour ça qu'on les appelle les émeutes du pain. Donc ça a été en fait la faillite de la gouvernance économique du régime a été actée donc par l'augmentation des prix du pain, et ça a mis en branle tout le système, donc toute la relation avec les organismes financiers internationaux, et donc on s'est retrouvé dans le programme d'ajustement structurel, la privatisation, et en fait, bon, soi-disant l'imposition des structures d'une véritable économie de marché. Et ça a donné lieu aussi à un balancement au niveau de la répartition de l'influence politique au sein des groupes sociaux marocains en faveur des hommes d'affaires, en faveur de la classe des affaires, pour une raison qui est simple, c'est que fin des années 80 et les années 90, l'État, le régime, s'est retrouvé dans une situation où, pour être prosaïque, financer sa police secrète, financer son armée, etc., il avait besoin des entrepreneurs, il avait besoin de gens qui prenaient des risques, qui généraient des profits, qui payaient des impôts sur ces profits, qui payaient de l'IGR, qui payaient de la TVA, et donc qui boostaient la consommation, etc., etc. Et donc, la communauté des affaires a commencé petit à petit à émerger. Elle n'a jamais, la communauté des affaires, moi je ne suis pas en train de vous dire que c'est devenu une classe sociopolitique indépendante qui a joué un rôle déterminant, mais je vous invite encore une fois, à relire les événements des années 90 sous cet angle particulier. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a un événement en particulier qui de mon point de vue, est sous-analysé au Maroc et qui a joué un rôle fondamental dans l'évolution du pays, surtout sous Hassan II, c'est la rentrée politique et parlementaire de 1995. En octobre 1995, Hassan II est arrivé au Parlement et il a rendu public un rapport de la Banque mondiale qui était censé être confidentiel. Et c'est un rapport, c'est un geste qui a surpris beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde, qui même pour certains était un geste quasi suicidaire, parce que ce rapport disait la chose suivante: le problème de la gouvernance économique au Maroc est en réalité politique, et il porte deux noms, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Le problème au Maroc, en termes de gestion économique du pays, c'est que vous avez deux entités qui freinent l'évolution économique du pays. Ces deux entités s'appellent le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances, qui sont les deux piliers du Maroc. Je veux dire, même si on a nommé des politiciens non affiliés au Maroc directement au ministère des Finances, nous savons tous que en fait, le ministère des Finances est un ministère qui, à l'image du ministère de l'Intérieur, est assez contrôlé, même très contrôlé par la monarchie. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le système s'est rebiffé, ce qui a donné la campagne d'assainissement. Là aussi, c'est une série d'événements qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais en 1996-97, des hommes d'affaires au Maroc ont été détenus et ont été torturés à la manière dont étaient torturés les maoïstes et les marxistes des années 70. D'ailleurs, les mêmes moyens, Tayara ou Jifef,